C'est particulièrement cette vision et ce premier grand succès qui avait suscité la hargne des autorités françaises et les dirigeants de leur société Elf Congo pour justifier le vaste complot organisé avec la complicité honteuse de leurs valets locaux et l'appui des mercenaires étrangers qui ont exécuté le coup d'État du 5 juin 1997. Ce coup d'État est le plus long et le plus meurtrier de notre histoire. Il s'était soldé par la mort de plus de 400 000 Congolais pour que le PCT et son président reconquièrent le pouvoir. Il faut souligner ici que depuis lors, ils ont résolu de le conserver par tous les moyens, notamment en appliquant la terreur contre le peuple et en éliminant physiquement tous les leaders de l'opposition et les fervents défenseurs des droits humains qu'ils considèrent comme des ennemis à abattre. Ils ont notamment repris à mentir sans vergogne, à voler à ciel ouvert et en toute impunité, à réprimer et à tuer les Congolais comme des animaux. Message du président du Parti du peuple au peuple congolais à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Très chers compatriotes, après la création en novembre 1958 de la République du Congo comme État autonome de la communauté franco-africaine, notre indépendance a été formellement proclamée le 15 août 1960. Ainsi, 15 août 1960, 15 août 2025, notre pays totalise 65 ans d'indépendance, mais il convient toujours de rappeler que celle-ci a été négociée et proclamée avec l'accord du colonisateur, non pas conquise ou arrachée par les armes au prix de sacrifice des vies humaines. Évoquer cette nuance ne signifie pas faire offense au père de notre indépendance, les Mabiala Manganga, Bwetambongo, André Machoua, Chipavita et autres, qui furent assassinés ou déportés dans l'anonymat par les colonisateurs. Ce n'est pas non plus minimiser la portée des combats qui sont menés très courageusement, sans renoncement ni trahison. Il s'agit simplement de reconnaître objectivement qu'ils n'avaient pas malheureusement pu conduire ce combat jusqu'à son terme. Je leur rends un hommage mérité. C'est aussi le moment de reconnaître le fait que cette indépendance négociée et non arrachée a été louvoyée et piégée, ce qui a eu pour conséquence indélébile notre très faible sentiment de solidarité et d'attachement à la souveraineté nationale. Ceci dit, notre pays a 65 ans d'indépendance et inscrit au registre de l'Organisation nationale, de l'Organisation des Nations Unies
en tant qu'État membre à part entière ayant droit de vote. Nous avons donc le droit et le devoir de nous en souvenir et de le célébrer et de célébrer cette date avec une juste circonscription selon les circonstances. C'est pourquoi certains pays ont décidé de célébrer leur indépendance avec faste tous les 5 ans, ce qui n'est pas notre cas où l'on constate une folie de grandeur, sinon une manœuvre cynique de diversion que les gouvernements actuels se plaisent à offrir à notre peuple chaque année alors qu'il croupit sous une misère abjecte et intolérable résultant de leur mauvaise gouvernance. Chers compatriotes, dans la vie de tout être humain responsable, d'une entreprise ou d'une toute autre entité organisée, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un État digne de ce nom, la commémoration de chaque anniversaire est toujours une occasion idoine pour dresser son propre bilan et se projeter dans le futur en tirant les leçons pertinentes des succès et des échecs rencontrés sur le parcours. Dans cette logique, à l'orée de la commémoration de ce 65e anniversaire de notre indépendance, au nom des membres et sympathisants du Parti du peuple et en mon nom propre, je m'adresse au peuple congolais ce jour pour exprimer notre ressenti face à la situation catastrophique que traverse notre pays, caractérisée par les frustrations diverses et les souffrances on ne peut plus insupportables et injustifiables que le régime du PCT et son président Denis Sassou Nguesso nous infligent depuis plus de 4 décennies. Chers compatriotes, l'heure n'est plus à la diversion, ni à la passivité, ni à l'indifférence coupable. Nous sommes en réalité à la croisée des chemins et face à notre destin commun très gravement compromis. C'est pourquoi cette adresse est à la fois une stigmatisation du pouvoir en place et une interpellation des forces vives de la nation dans toutes leurs composantes. En effet, au regard du bilan désastreux et de la misère rampante qui frappe toutes les couches sociales de notre peuple, à l'exception des gouvernants et de leurs proches, la célébration de ces 65 ans d'indépendance devrait, à notre humble avis, se faire dans l'humilité et une profonde méditation. C'est ce que nous avons choisi d'adopter comme attitude. Ainsi, notre regard rétrospectif sur les 65 ans de notre indépendance nous a permis de faire des constats et de tirer les conclusions et leçons ci-après. Premier constat, chronologie et durée des présidents au pouvoir. Sur les 65 ans d'indépendance, 51 ans se sont écoulés sous le règne sans partage du Parti congolais du travail PCT, dont 40 cumulés
sous la gouvernance archaïque et calamiteuse de M. Denis Sassou Nguesso en deux séquences, de 1979 à 1991, de 1997 à 2025, c'est-à-dire à ce jour. 2 ans sous la présidence éphémère de feu Jacques Joachim Yombi Opango, de 1977 à 1979, et 9 ans sous la présidence de feu Mariem Bouabi, de 1968 à 1977. Les 14 années restantes sont réparties entre feu Abbé Fulbert Yulu, 4 ans, de 1960 à 1963, feu Alphonse Massamba Diba, 5 ans, de 1963 à 1968, et feu Pascal Lissouba, 5 ans, de 1992 à 1997. Ainsi, en 65 ans d'indépendance, notre pays a connu 6 présidents de la République qui ont pleinement exercé cette fonction, sans compter le passage épistolaire de feu capitaine Augustin Poigny, qui avait assuré l'intérim de président quelques jours seulement entre la démission du président Massamba Diba et la désignation du président Mariem Bouabi. Deuxième constat, mode d'accès au pouvoir. Sur les 6 présidents qui se sont succédés au pouvoir pendant les 65 ans d'indépendance, 2 seulement ont accédé à la magistrature suprême de manière normale, pacifique et solennelle. Il s'agit de l'abbé Fulbert Yulu, le premier président, au terme du processus de décolonisation et de décolonisation des pays d'Afrique avec la puissance coloniale, dont dans le cadre de la décolonisation des pays d'Afrique francophone. Et le professeur Pascal Lissouba, élu sans aucune contestation au deuxième tour du premier et unique scrutin libre organisé dans notre pays dans l'esprit de la conférence nationale souveraine. Tous les autres sont arrivés au pouvoir par des mouvements violents, d'intensité et aux conséquences variées en termes de pertes en vies humaines et de destruction des infrastructures et équipements. Les cas les plus dramatiques sont les coups d'État de 1977 contre feu président Mariem Bouabi et de 1997 contre feu président Pascal Lissouba. Ce dernier cas, qui a occasionné plus de 400 000 morts selon les observateurs et spécialistes, a particulièrement balayé tous les acquis de l'historique conférence nationale souveraine pour restaurer l'hégémonie du PCT et s'ériger à nouveau en parti-État. Il y a eu une seule passation de service entre les présidents Sassou Nguesso et Pascal Lissouba. Troisième constat, situation des anciens présidents. Sur les 6 présidents, 5 sont morts
dans des conditions qui n'honorent guère notre nation. En effet, 2 présidents ont été assassinés, Mariam Wabi et Massamba Deba, dont la dépouille n'a jamais été remise à sa famille pour faire le deuil, tandis que Mariam Wabi est le seul qui a été glorifié et immortalisé par un mausolée érigé en son honneur. Les 3 autres sont morts en exil dans dont les dépouilles des 2 ont été rapatriées dans l'infamie, sans recevoir les honneurs dus à leur rang. Il s'agit de l'abbé Philibert Youlou et Jacques Joachim Yombi Opando. La dépouille du 3e est maintenue en exil, celle du président Pascal Lissouba. Et pourtant, un acte de la Conférence nationale souveraine avait prescrit la réhabilitation de tous les chefs d'État. Et l'on peut se demander, qu'est-ce qui justifie à ce jour la non-application de cette décision, d'une part, et l'attitude discriminatoire observée dans la considération accordée à chacun des cas, d'autre part. L'on est en droit de se demander quelle est cette République qui célèbre avec faste les anniversaires d'indépendance sans jamais se souvenir et honorer ceux qui ont eu, à une période donnée, de conduire ses destinées. 4e constat, bilan sommaire des 6 présidents. 1. Abbé Philibert, 1960-1963. Premier président, il est arrivé solennellement au pouvoir, comme indiqué ci-dessus, dans le cadre du processus de décolonisation des pays d'Afrique francophone. Sous sa gouvernance, les 4 premières années d'indépendance furent marquées au plan politique par l'expérimentation du multipartisme balbutiant, entaché par le tribalisme et le régionalisme, ainsi qu'une première tentative d'instauration du monopartisme qui avait échoué. Sur les plans économique, social et culturel, en dépit des balbutiements inhérents au début de toute entreprise en général et liés aux conditions d'accès à cette indépendance en particulier, ses grandes ambitions patriotiques et sa volonté d'amorcer le développement socio-économique, culturel et social du pays furent clairement affichés et matérialisés par la réalisation des premières infrastructures de base et le lancement de projets structurants comme celui du barrage de Souda au Kwilu. Ce grand projet, très ambitieux et futuriste, visait la production de l'énergie électrique en quantité et qualité pour soutenir l'industrialisation de notre pays et exporter l'excédent. Sur le plan de la gouvernance en général, l'orthodoxie était rigoureusement observée, notamment dans la gestion des finances publiques. Les moindres abus commis
dans la gestion des fonds et autres biens publics étaient réprimés et sévèrement sanctionnés. L'éducation et la santé étaient accessibles à tous, gratuitement et de bonne qualité. Le secteur agricole était certes embryonnaire, mais dynamique et productif. Le gouvernement comptait à moins de 20 ministres dont la rémunération et autres avantages n'étaient guère scandaleux ni ostentatoires. La marche vers le développement était réellement engagée sans être proclamée comme un slogan. Le regard rétrospectif, critique et avisé sur cette période permet une première leçon et de conclure que la secousse politique et sociale des 13, 14 et 15 août avait interrompu les ambitions bien affichées par les gouvernants sous la mandature du premier président. Alphonse Massamba Diop, deuxième président, 1963-1968. Le président Alphonse Massamba Diop était arrivé au pouvoir à la faveur d'un soulèvement populaire dénommé Révolution des 3 et 13, 14 et 15 août 1965. Les protagonistes de ce changement politique adoptèrent le socialisme comme option idéologique, politique et socio-économique. Ils avaient à cet effet créé le mouvement national de la Révolution MNR comme parti unique. C'était la période effervescente de la révolution socialiste basée sur l'idéologie marxiste-léniniste et caractérisée par l'enthousiasme des dirigeants qui étaient pour la plupart très jeunes. Sous l'influence des différents courants de pensée de l'époque, indépendantistes, anti-néocolonialistes, grands révolutionnaires, socialistes, communistes et non alignés, malgré le changement brutal de l'orientation politique des premières années, les dirigeants de cette période avaient plutôt réaffirmé et renforcé le grand rêve et la grande ambition d'accélérer la décolonisation des pays africains qui étaient encore sous le joug des colons, ainsi que de combattre le néocolonialisme pour consolider l'indépendance acquise. Ils ont traduit leur volonté de garantir la souveraineté nationale en engageant le pays dans le développement dans tous les secteurs. Cet engagement fut matérialisé par la nationalisation des entreprises stratégiques comme la SNE, la SNDE, Hydro-Congo, SIA-Congo, ATC, etc. Ils avaient amorcé très courageusement la diversification de l'économie nationale par la création de plusieurs entreprises et fermes d'État. On peut citer l'OFNACOM, Sotesco, Socodi, Impreco, Socavilou, OCC, OCV, Sidolou, Chacona, Usine des Cahiers, Usine d'allumettes de Bétou, les régies des palmeraies du Congo, l'INA Congo, etc. L'agriculture était florissante et le Congo exportait le cacao, le café, la banane, l'arachide
l'huile de palme, le sucre, le maïs et autres sous-produits. Sur le plan des transports, le chemin de fer Congo-Océan fonctionnait merveilleusement et reliait Pointe-Noire à Brazzaville, tandis que les bateaux prenaient le relais pour relier Brazzaville à Bangui en Centrafrique, conférant à notre pays le statut de pays de transit. Les avions desservaient régulièrement les localités les plus enclavées de notre pays, comme Sanaga, Sibiti, Mosenjo, Télé, Evo, avec l'INA Congo et Aeroservice. Sur le plan sportif et socio-culturel, le premier stade olympique, baptisé Stade de la Révolution, fut construit pour abriter les premiers Jeux africains. Ce stade fut débaptisé plus tard pour porter à juste titre, d'ailleurs, le nom de Stade Massamba Deba. Il demeure à ce jour le seul stade aux normes internationales homologuées de notre pays. Les semaines culturelles et les championnats étaient organisés chaque année dans toutes les disciplines sportives à partir des départements pour se terminer au niveau national. Pour promouvoir la production cinématographique, un office national du cinéma, ONACI, fut créé. Sur les plans de l'éducation et de la santé, plusieurs établissements scolaires et sanitaires furent construits sur l'ensemble du territoire national. Le taux de scolarité au Congo était environ de 95%, avec un enseignement de qualité reconnu à l'extérieur du Congo. Plusieurs étudiants étrangers venaient étudier à Brazzaville. Le campus universitaire de Brazzaville et les internats dans les lycées et même dans certains collèges fonctionnaient régulièrement. Les étudiants bénéficiaient automatiquement et régulièrement des bourses d'études, tant au niveau national qu'à l'étranger. Les hôpitaux et les dispensaires étaient régulièrement approvisionnés en produits pharmaceutiques accessibles à tous et offraient des services de qualité gratuitement aux populations. C'était véritablement la grande période historique de l'essor économique, social et culturel de notre pays. Les emplois étaient à la portée de tous. Les nominations s'opéraient sans discrimination à toutes les fonctions et obéissaient aux seuls critères qualité et expérience professionnelle cumulée. La gestion orthodoxe des finances publiques et du patrimoine de l'État était rigoureusement observée. Le pays n'était pas lourdement endetté. La crédibilité de l'État était garantie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Malheureusement, les confusions et les luttes idéologiques avaient exacerbé les antagonismes et sabordé la cohésion au sein de la classe dirigeante. Des prétendus révolutionnaires au détriment de la grande œuvre de construction nationale si brillamment amorcée sous la mandature de Massamba Deba, qui avait jeté les bases de l'industrialisation de notre pays.
Le regard rétrospectif sur cette période permet de tirer la deuxième leçon et de conclure que Massamba Deba était le père de l'industrialisation de notre pays et que sa démission forcée et inopinée a marqué un tournant historique très désastreux avec la destruction de tout le tissu industriel qui faisait du Congo la référence dans la sous-région d'Afrique centrale. Cette triste part de notre histoire a été davantage assombrie par l'enlèvement et l'assassinat crapuleux du président Massamba Deba, dont la dépouille n'a jamais eu de sépulture jusqu'à ce jour. 3. Le président Marien Ngouabi, 1963-1968. L'exacerbation des tensions et conflits aux divergences idéologiques avait contraint le président Massamba Deba, comme rappelé plus haut, à la démission au mois de juillet 1968. Il avait remis sa démission à feu capitaine Augustin Poigny, qui a assuré l'intérim de président jusqu'à la désignation du capitaine Marien Ngouabi, d'abord en qualité de président du Conseil national de la Révolution CNR, avant de devenir président du Parti congolais du travail PCT et président de la République populaire du Congo, proclamé le 31 décembre 1969. La mandature du président Marien Ngouabi, qui avait duré 9 ans, a été la plus tumultueuse et controversée de notre histoire avant celle du président Pascal Lissou. Le président Massamba Deba avait d'ailleurs anticipé dans un courrier qu'il avait adressé au feu lieutenant Ange Diawara, alors qu'il avait déjà pris sa décision de démissionner. Dans ce courrier, il évoquait les qualités et la bonne foi du capitaine Marien Ngouabi et exprimait ses inquiétudes au sujet des malins qui l'entouraient et qui allaient lui tendre des pièges pour l'empêcher de travailler pour la cause nationale. Il avait en conséquence recommandé vivement au lieutenant Ange Diawara de l'aider et de l'encadrer. Hélas, les choses se sont passées plutôt autrement, ce qui était traduit tout le long de sa mandature par la multiplication des crises politiques, des trahisons et des coups d'État qui se sont succédés jusqu'à celui qui a abouti à son assassinat, suivi de celui de Massamba Deba lui-même, du cardinal Émile Biayenda, du capitaine Kimwalankaya, du commandant Kikadidi et de bien d'autres victimes innocentes du coup d'État du 18 mars 1977. Ainsi, la prédication du président Massamba Deba s'était accomplie et Marien Ngouabi n'avait jamais eu le temps d'exercer la plénitude de son mandat et de réaliser ses projets de développement visant à prolonger l'œuvre du président Massamba Deba. Néanmoins, l'on retiendra de lui sa magnanimité lorsque, face à une foule populaire en ébullition, il décida d'accorder son pardon à feu Bernard Kolela quand tout le monde
réclamait sa condamnation à mort et son exécution à la suite du coup d'État qu'il avait fomenté et qui était déjoué. Il disait qu'on ne peut pas tuer un homme des armes. Par son souci constant de réconcilier les Congolais et sa quête permanente de l'unité nationale, il avait de son propre chef décidé de convoquer la toute première conférence nationale en son genre dans notre pays. Au cours de ce grand rassemblement véritablement inclusif, il participa lui-même en s'exposant à toutes les invectives et agressions verbales contre sa personne, notamment par les étudiants venus de l'Europe, surtout de la France, sur son invitation pour apporter leur contribution à l'œuvre de réconciliation nationale. Il écoutait tous les participants qui s'exprimaient librement sans être inquiétés. Par ailleurs, il accordait une attention très particulière à l'éducation et à la situation des travailleurs. Il fréquentait régulièrement l'université, à la fois comme étudiant et enseignant de sciences, pour lesquelles il avait une passion très marquée, notamment les mathématiques et la physique et la chimie. Il effectuait très régulièrement des visites surprises dans les entreprises, les hôpitaux, dispensaires et les casernes pour vérifier les conditions de travail et la qualité des services, ainsi que l'état moral des travailleurs. C'est ce qui lui avait inspiré son ouvrage intitulé L'action créatrice des masses et le rôle déterminant du cadre. Il était critique et rigoureux envers ses collaborateurs et prêchait par l'exemplarité. Sous sa mandature, il n'y avait pas de crime économique et financier impuni. Il éprouvait un engagement fort et une grande détermination pour réclamer une répartition plus équitable des revenus générés par notre pétrole et les autres ressources naturelles dans le but de financer le développement national, la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce fut précisément la principale cause de son assassinat planifié par la société F Congo avec la complicité des valets locaux. 4. Jacques-Joachim Yombi Opango, quatrième président, 1977-1979. À la suite du barbare assassinat du président Marien Ngouabi, un comité militaire du parti CMP fut institué et le général Jacques-Joachim Yombi Opango, en tant que plus gradé de l'armée congolaise, fut nommé à la tête du CMP et devint de facto le quatrième président du Congo. Et pourtant, il était suspendu du PCT et les dispositions de la Constitution en vigueur prévoyaient que ce fût le président de l'Assemblée nationale pour assumer l'intérim en cas de décès du président. Sa mandature atypique n'a eu qu'une très courte durée de 2 ans. Par la suite, la manière insolite et grotesque par laquelle il fut
mis fin à sa présidence avait prouvé que cet épisode n'avait servi qu'à tromper l'opinion publique pour camoufler les vrais auteurs du coup d'État du 18 mars 1977 en entendant l'instauration de la calme. Cette période fut un passage à vide pour le développement socio-économique du pays. Marqué par une grave crise traduite par la très célèbre expression « vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain », expression qui était attribuée à tort au président Yondi, alors que son vrai auteur se tapissait dans l'ombre pour apparaître après la tempête au moment opportun. Toutefois, au cours de cette période très difficile, le président Yomi Opango avait réussi à mettre à l'évidence que les Congolais peuvent se discipliner et se mettre résolument au travail. Il avait en outre mis en évidence la nécessité de la rigueur dans la gestion de la cité. Il avait accordé une priorité aux Congolais dans la promotion de l'entrepreneuriat en général et dans le secteur du commerce en particulier. Il tenait à démontrer la nécessité de cette implication comme l'une des conditions essentielles pour garantir la souveraineté nationale. Malheureusement, sa mandature a été brutalement interrompue et s'était soldée par son arrestation arbitraire et emprisonnement sans aucun jugement pendant 12 ans par le fait des manigances du PCT et de ses dirigeants actuels. 5. Denis Sassou Nguesso, 5e président de 1979 à 1991 et de 1997 à ce jour. Après le débarquement incongru du président Yomi Opango, dans les conditions décrites ci-dessus, et par une alchimie dont il est grand maître en la matière, au nom du mouvement du 5 février 1979, autrement désigné par mouvement de redressement de la Révolution, le colonel Denis Sassou Nguesso s'était fait élire président du comité central du PCT et devint de facto le 5e président du Congo. Sous sa présidence, M. Sassou Nguesso a usé des intrigues politiques, de la propagande, de l'agitation et du complot permanent au sein du PCT, érigé en parti État pour faire et défaire tous ceux qui étaient susceptibles de lui faire ombrage. De même, il a favorisé les antivaleurs qu'il dénonçait et dénonce toujours en théorie et applique systématiquement dans la pratique pour asseoir sa puissance. Ainsi, il a construit un système par lequel il a sabordé les fondements de l'État et de la nation, en érigeant les antivaleurs en mode de gouvernance dans tous les secteurs, l'opportunisme, le népotisme,
le tribalisme, le laxisme, le favoritisme, la médiocrité, la malice, la tricherie, le gain facile, le détournement des fonds publics le détournement des fonds et biens publics, enfin, le crime. Il a ainsi gravement compromis toutes les perspectives de développement économique, social et culturel brillamment amorcées sous la mandature du président Massamba Deba. Sous cette gouvernance, l'État s'était très lourdement endetté et a continué à s'endetter jusqu'à ce jour pour de très maigres résultats. Bradage, pour de très maigres résultats dont on peut citer le barrage de Mukukulu, Timbulu, de Sibiti, la construction des routes nationales numéro 2 à des coûts exorbitants et de quelques tronçons de route secondaires, de quelques immeubles de prestige, sans aucun impact sur l'amélioration des conditions de vie des populations qui croupissent sous le poids de la misère, ainsi que quelques infrastructures de base dans les départements et les mairies, mais en laissant aussi ça et là plusieurs chantiers inachevés qui constituent des éléphants blancs. Les gouvernements successifs, sous son régime, n'arrivent plus à faire face aux charges obligatoires de l'État vis-à-vis des citoyens et de ses partenaires, en dépit de l'assistance, en dépit des ressources énormes et des revenus générés par le pétrole et de l'assistance et facilités obtenues des institutions financières internationales. Le pays, sous cette gouvernance, a perdu toute la crédibilité sur tous les plans. Plusieurs entreprises de l'État ont été fermées ou privatisées dans des conditions défavorables aux travailleurs, dont certains sont décédés sans jamais percevoir leurs droits, et ceux qui sont restés en vie n'ont toujours pas été indemnisés jusqu'à ce jour. Les fonctionnaires retraités en sont à 43 mois de pension impayée et vont même passer cette fête des 65 ans d'anniversaire sans pension comme il en était l'année passée. Sans oublier la situation des bourses des étudiants, des travailleurs des mairies et ceux qui émargent au budget des transferts qui cumulent eux aussi plusieurs mois et des années d'arriérés impayés. Pendant ce temps, plusieurs cas de détournement d'énormes montants de fonds publics sont constatés ici et là et les auteurs bien connus ne sont nullement inquiétés. Sur le plan politique et des droits fondamentaux des citoyens, les opposants et les activistes défenseurs des droits humains sont persécutés et victimes de l'arbitraire au quotidien. Sur le plan socio-professionnel, le chômage de masse et l'insécurité plongent la jeunesse, le peuple en général et les jeunes en particulier dans le désespoir total. Au plan sanitaire, la mortalité explose
notamment dans les grandes villes, par le fait de l'érosion du pouvoir d'achat d'une part et du manque d'assistance médicale d'autre part. Le peuple a totalement perdu confiance aux institutions de la République et à leurs dirigeants à tous les niveaux. C'était dans ce contexte national de crise sans précédent et à la faveur d'une conjoncture internationale marquée par la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS que le peuple congolais, à l'instar de celui du Bénin, avait réclamé et contraint le PCT à accepter d'organiser l'historique conférence nationale souveraine qui a eu lieu du 25 février au 10 mai 1991. Sous la présidence de son éminence, Monseigneur Ernest Kombo, la CNS avait dressé un bilan très critique sur tous les régimes qui s'étaient succédés depuis l'indépendance et établi un état de lieu de la nation sans complaisance. Ce bilan global était particulièrement très accablant sur la gouvernance du PCT et ses gouvernements successifs qui avaient cumulé 23 ans de 1968 à 1991. Dans un nouvel élan de solidarité et de patriotisme retrouvé, les participants avaient clamé haut et fort: tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne tueras point. Et plus jamais ça, plus jamais ça. Des nouveaux textes refondateurs d'une république dont les citoyens devaient désormais jouir de tous les droits fondamentaux universellement reconnus dans un état de droit avaient été adoptés. Le monopartisme avait été banni au profit du multipartisme. À la clôture, le président Denis Sassou Nguesso avait pourtant déclaré qu'il assumait tout ce qui avait été stigmatisé et condamné au nom de tous ses prédécesseurs et en son nom propre. Et pourtant, la mise en œuvre de certains de ces actes avait permis, au terme d'une période de transition de 18 mois, de doter le pays d'une nouvelle constitution qui garantissait effectivement tous les droits fondamentaux des citoyens. Les premières élections organisées en juillet 1992 furent véritablement libres, transparentes et apaisées. Le président Denis Sassou Nguesso fut battu au premier tour par les candidats Pascal Lissouba et Bernard Collin. Le professeur Pascal Lissouba fut le vainqueur final de ce scrutin sans aucune contestation. Entre les deux tours, le PCT et l'UPADES avaient conclu un accord de gouvernement qui fut malheureusement dénoncé par le PCT à la suite du désaccord né de la répartition des postes lors de la constitution du premier gouvernement du président Pascal Lissouba. Le PCT avait alors rejoint les autres partis de l'opposition
pour faire entrave au gouvernement de l'UPADES qu'ils avaient réussi à destituer par une motion de censure. Le président Lissouba avait réagi à son tour par la dissolution de l'Assemblée nationale et la convocation de nouvelles élections législatives que l'UPADES avait remportées très largement. Mais bien que l'UPADES avait obtenu une majorité confortable pour gouverner, le PCT et ses nouveaux alliés avaient décidé de maintenir l'obstruction par tous les moyens pour empêcher le président Pascal Lissouba de réaliser son programme. À cette fin, le PCT et son président avaient particulièrement multiplié leurs manœuvres de déstabilisation jusqu'à organiser le coup d'État très meurtrier du 5 juin 1997 qui permit à son président de reconquérir le pouvoir par les armes au terme d'une guerre fratricide avec les appuis logistiques et financiers des autorités françaises ainsi que des mercenaires étrangers, angolais, rwandais, tchadiens et congolais de la RDC. Enfin, le sixième président, Pascal Lissouba, 1992-1997. Comme indiqué ci-dessous, outre la situation économique et sociale catastrophique héritée de la gouvernance précédente, la mandature du premier président élu, bien élu dans notre pays, fut aussi tumultueuse et gravement perturbée comme celle de Marien Ngouabi par le fait du regain des conflits politiques orchestrés par les tenants du PCT qui avaient perdu le pouvoir après 23 ans de règne sans partage. Cette mandature fut marquée par des confrontations violentes avec le recours aux armes et les affrontements entre les miliciens constitués par les différents camps protagonistes. Ces crises ont empêché le président Pascal Lissouba de réaliser les grandes ambitions affichées dans son programme de société qui envisageait de transformer notre pays en une petite Suisse. Cette stratégie a été très récemment dévoilée au grand jour par l'un des acteurs en la personne d'Eldebert Moigny, ancien député du PCT tombé en disgrâce, déchu, inculpé et emprisonné pour avoir fait cette révélation. Ainsi, la mandature du président Pascal Lissouba fut consumée par une succession de négociations dans les tentatives de régler des conflits provoqués et entretenus à dessein qui aboutissaient à la conclusion de compromis fragiles. Tous ces actes étaient sciemment conçus et bien planifiés dans le seul but de reconquérir le pouvoir perdu sans jamais se soucier du développement du pays qui était bloqué, et ceci au détriment des intérêts supérieurs de la nation et du peuple, ni des vies humaines qui étaient sacrifiées. Cependant, on retiendra pour l'histoire que la dévotion et la détermination du président Pascal Lissouba à servir le peuple et non à se servir ont été marquées, ont laissé une marque indélébile à travers le premier contrat de partage de production
qui a permis à notre pays d'arracher et de bénéficier jusqu'à aujourd'hui de 33% de la production pétrolière au profit de notre pays. C'est particulièrement cette vision et ce premier grand succès qui avait suscité la hargne des autorités françaises et les dirigeants de leur société Elf Congo pour justifier le vaste complot organisé avec la complicité honteuse de leurs valets locaux et l'appui des mercenaires étrangers qui ont exécuté le coup d'État du 5 juin 1997. Ce coup d'État est le plus long et le plus meurtrier de notre histoire. Il s'était soldé par la mort de plus de 400 000 Congolais pour que le PCT et son président reconquièrent le pouvoir. Il faut souligner ici que depuis lors, ils ont résolu de le conserver par tous les moyens, notamment en appliquant la terreur contre le peuple et en éliminant physiquement tous les leaders de l'opposition et les fervents défenseurs des droits humains qu'ils considèrent comme des ennemis à abattre. Conclusion, réflexion et interpellation. Le président Massamba Deba est celui qui a démontré le plus grand engagement et initié l'industrialisation et la diversification de notre économie avec des résultats tangibles et élogieux. 2. M. Sassou Nguesso a battu le plus grand record de longévité à la tête de notre pays, 40 ans à lui tout seul sur 65 ans d'indépendance. Mais son bilan est le plus désastreux. Il s'y accroche encore en prétendant être irremplaçable et en préconisant le déluge ou le chaos après lui. Il est l'incarnation du mal pour notre pays et notre peuple. Le PCT et son président ont foulé aux pieds les principaux acquis de la conférence nationale, fruit de l'intelligence collective. Ils ont notamment repris à mentir sans vergogne, à voler à ciel ouvert et en toute impunité, à réprimer et à tuer les Congolais comme des animaux. Avec leurs gouvernements successifs, ils ont lamentablement échoué et plongé le pays dans le chaos et compromis l'avenir de plusieurs générations. Les promesses et annonces tapageuses faites n'ont jamais connu de réalisation, même partielle. L'autosuffisance alimentaire, la santé pour tous à l'an 2000 et l'assurance maladie universelle promise depuis bientôt 5 ans demeurent des fantasmes. A contrario, l'importation des produits alimentaires est passée de 700 milliards à environ 900 milliards de francs CFA, tandis que le coût des évacuations sanitaires réservées aux tenants du pouvoir, d'une part, et le taux de mortalité se sont accrus
de manière exponentielle dans la population par le fait du dysfonctionnement des services de santé. Le boulevard énergétique, la création des milliers d'emplois promis aux jeunes en 2024, décrétée année de la jeunesse, et l'émergence annoncée en 2025 ont été transformés en simples slogans creux avant de tourner en cauchemar. Le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, président du PCT, M. Colline Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, et M. Christian Yoka, ministre des Finances, ont reconnu avec éloquence ce bilan désastreux dans les termes ci-après. Pour le président de la République, devant les membres du Conseil supérieur de la magistrature, je cite, « Le ver est dans le fruit, non pas seulement dans les services judiciaires, mais dans tous les secteurs. Il faut le détruire. » Fin de citation. Pour le Premier ministre, devant le Parlement, l'État n'a plus les moyens pour payer ses charges obligatoires. Fin de citation. Pour le ministre des Finances, devant le collectif des cadres dirigeants des douanes à Pointe-Noire, je cite, « Payer les salaires des fonctionnaires et honorer les engagements financiers de l'État envers ses partenaires chaque mois devient un casse-tête. Il devient aussi impossible de financer les investissements pour l'avenir de nos enfants. » Fin de citation. Dans le même temps, les maigres recettes réalisées sont soit détournées, soit dépensées pour des actions de prestige et l'achat des armes, comme si notre pays était en guerre ou en train de se préparer d'aller en guerre, on ne sait contre quel ennemi. La commémoration faste de ce 65e anniversaire de l'indépendance, avec une grande parade militaire pendant que la grande majorité du peuple croupit sous le poids de la misère, doit être considérée comme une provocation et l'expression du mépris des dirigeants actuels qui n'éprouvent aucune compassion pour le peuple. En réalité, il va s'agir d'une grosse manœuvre de diversion et d'intimidation des opposants, des activistes et de l'ensemble des forces vives de la nation pour intensifier la peur et empêcher de nous organiser pour provoquer la rupture de ce système, de la rupture avec ce système et opérer le renversement de ce pouvoir, le changement de paradigme de gouvernance qui deviennent imminents et irréversibles. Chers compatriotes, face à ce tableau funeste, les forces vives de la nation doivent se ressaisir, se coaliser et se lever comme un seul homme pour reprendre leur destin en main. C'est pourquoi je ne peux me permettre de vous souhaiter une bonne fête parce qu'on ne célèbre pas de fête sous l'injustice et la frustration. Par contre, je vous exhorte plutôt à la réflexion et à vous armer de courage pour déterminer et engager ensemble les actions pertinentes et conséquentes pour reconquérir notre liberté et notre dignité. À bas les injustices, à bas les intimidations,
à bas la terreur, à bas les violences sous toutes les formes, à bas la peur, vive la liberté, la justice, vive la solidarité, la concorde et l'unité nationale, vive la République, la patrie ou la mort, nous vaincrons, le peuple souverain uni gagne toujours. Fait à Brazzaville le 13 août 2025, le président du pape Jean-Pierre Agnago.